Allez, on y va. On y va le temps que tout le monde finisse par s'installer. Bah, écoutez, on est ravis. Je suis Marie Froment, je suis la manager du pôle innovation et développement de l'alternance à la direction de la formation professionnelle de l'UCANS. Et aujourd'hui, donc, on se rencontre tous pour un thème qui nous plaît beaucoup, puisqu'on va parler de jeux et on va parler de pédagogie. Et je suis venue très, très bien accompagnée. Tout d'abord, Olivier, tu me pardonneras, Jamil Potiram et Lucie Lennox, si vous pouvez allumer vos caméras. Voilà, donc qui font partie, qui sont chefs de projet, qui font partie de l'équipe et qui nous ont donc aidés à préparer cette conférence. Notre expert, notre artiste, notre créatif, notre pédagogue, et en plus il est même ingénieur chimiste, je ne sais pas s'il en parlera, c'est Olivier Bernert. Peut-être que certains le connaissent. Olivier, comment dire, pilote des projets d'accompagnement en multimodal, en ludopédagogie pour différents acteurs. Peut-être que tu en redonneras aussi, voilà, quelques mots. Il a surtout, et c'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui, développé une superbe méthode, la méthode Optime, qui permet de créer des parcours et de la ludopédagogie. Il est aussi co-créateur de la chaîne de podcast, et ça, je suis certaine que vous le connaissez, Rendez-vous en Terre Digitale, avec son complice. Donc, bah, Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation pour partager. Je vais bientôt te passer la parole. Et avant ça, juste quelques règles du jeu. Vous pouvez allumer vos caméras, c'est parce que nous, on aime bien voir au plus possible. Le fil de conversation reste ouvert. Vous pouvez poser vos questions tout au fil de la présentation que va faire, présentation interactive que va faire Olivier, et on essaiera de répondre aux questions à la fin ensemble. On verra si on y arrive. Et puis bah, maintenant, on va passer la parole à Olivier. On est impatient de t'écouter, c'est à toi. Ben, merci beaucoup Marie, merci Jamil, merci Lucie, parce qu'il y a eu pas mal de préparation, parce qu'effectivement, ben, je vais vous faire travailler un petit peu, enfin travailler, non, on va s'amuser un petit peu, on va utiliser le jeu, et on va essayer, alors on est actuellement 186, qui est pas mal du tout, hein, et ben on va essayer quand même à 186 d'être interactif. Bon, ça c'est un vrai challenge pour le coup, mais vous allez voir que j'aimerais bien que pendant cette présentation, cette conférence, comme on l'a appelée, sur le jeu, et effectivement, un de mes objectifs, c'est de vous passer un peu la balle de la méthode Optime pour vous dire et vous donner des outils très concrets pour vous permettre d'utiliser le jeu en formation. Et vous allez voir que je vais vous demander de me créer une histoire parce qu'on ne fait pas de jeu sans raconter des histoires. C'est un petit peu obligatoire. C'est ce qu'on appelle la thématique et ce sera le T de Optime. Alors, tout ce que vous allez voir là, vous aurez un lien et vous aurez absolument tout. Donc, tous les liens interactifs, la présentation, vous allez voir que j'ai utilisé un Geniali, il n'y a pas de secret. Derrière ce Geniali, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vais pas tout montrer, mais vous pourrez, vous, aller jouer dans ce Geniali. J'ai utilisé le verbe jouer. Alors, je vais partager mon écran. Effectivement, pour les questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez écrire les questions dans la zone de conversation. On y répondra peut-être enfin, on va prendre le temps de répondre, hein, mais je ne vais pas prendre tout en même temps, sauf s'il y a des questions qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment dans le sujet. J'essaierai de lire en même temps la zone de conversation. S'il y en a beaucoup, on fera une synthèse à la fin. Ça vous va? Alors, on est parti. Je vais donc partager mon écran. Voilà, en tout cas, je vais essayer de partager mon écran. Hop, alors attendez. Hop. Voilà. Je vais donc, je disais, partager mon écran. Ça va venir, hein. Voilà, voilà, et voilà, j'y suis. Je vais donc partager mon écran et on est parti pour une petite heure, mais une petite heure interactive, d'accord, ensemble sur vivre le jeu en formation. Donc vaste sujet, et tout ça dans le cycle Les conférences d'apprendre de toutes les intelligences organisées par Marie. Je commence par une citation de Platon. Tu en apprendras plus sur une heure, sur une personne en une heure de jeu qu'en un an de conversation. Ben, effectivement, le jeu peut être utilisé pour découvrir des personnes. On peut effectivement faire des jeux, je dirais, sur des thèmes très particuliers, apprendre des savoirs, des savoir-faire, mais on peut même avec le jeu aller toucher des savoir-être. Et je vais vous expliquer comment.
Alors, Marie m'a présenté, je vais pas aller plus loin sur moi, c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Effectivement, j'aime bien parler de Rendez-vous Interdigital si vous connaissez pas. C'est une chaîne de podcast, ça fait 5 ans qu'on l'a créée avec Clément Kahn, qui est un peu mon comparse en pédagogie, un de mes anciens étudiants. Et donc, tous les lundis, on choisit un outil digital. Alors, un outil digital ou un outil d'IA, et on regarde un petit peu comment l'utiliser. Pas tellement du point de vue de la technique, mais du point de vue de la pédagogie. Bon, voilà. J'en dirai pas plus sur moi. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez aller voir, mais je vais pas en dire plus sur moi. Alors, avant de commencer, j'ai envie de faire un petit WooClap avec vous. Donc, je vais vous laisser vous connecter. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà, je vais partager tout l'écran, ce sera plus simple. Et je vais vous laisser vous connecter sur le WooClap qui est ici. Donc, je vous fais apparaître le WooClap et je vous laisse vous connecter. Alors, je vais le faire de plusieurs façons. Je vais aller dans la messagerie. Dans la zone de conversation, je vous mets le lien. Voilà. Alors, rassurez-vous, il n'y a que 2 petites questions, hein. Voilà, mais c'est pour un petit peu voir. Voilà, je vous ai mis le lien dans la conversation, mais vous pouvez aussi utiliser le QR code ou utiliser le code événement que vous voyez apparaître. Alors on est déjà, bon disons, j'ai l'impression que vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'outils parce qu'on est déjà 111. Donc ça va très très vite. Alors je vous ai préparé 2 petites questions pour vous connaître un petit peu mieux. D'accord? Parce qu'effectivement, quand on fait une conférence, bah, on peut pas faire un tour de table. Pour le coup, là, on évite vraiment le tour de table en conférence. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je vous laisse encore 1 minute. Je vous ai préparé 3 petites questions pour vous connaître un petit peu mieux et vous connaître un petit peu mieux sous l'aspect du monde du jeu. Alors, je vais lancer les votes. Donc, ma première question va être la suivante. Jouez-vous à des jeux de société? Oui, très souvent. Oui, cela m'arrive. Rarement. Non, pas vraiment. Alors, je vous laisse voter tranquillement. Alors, ça monte, les compteurs s'affolent. D'accord? C'est intéressant. On voit qu'on a pas mal de joueurs, en fait, hein. On a quelques-uns qui ne jouent pas du tout. Et le jeu en formation ne nécessite pas forcément qu'on joue, hein. D'accord? Mais c'est intéressant de voir un petit peu. On a quand même. Voilà, on a. Presque tout le monde a déjà joué. Alors, j'imagine si j'avais tourné ma question, est-ce que vous avez tous joué? Vous répondrez oui. Donc, oui, très souvent, 32%. Oui, cela m'arrive, 44%. Et rarement, 21%. Alors effectivement, ça m'intéresse de voir un petit peu le public que j'ai en face de moi. Donc c'était ma première question. Deuxième question, donc ça c'était les jeux de société. Maintenant, on va rentrer dans un monde un petit peu plus particulier. Avez-vous déjà joué à des jeux dans le cadre d'une formation? Alors, une formation que vous animez, une formation à laquelle vous avez participé. Est-ce que le jeu, c'est quelque chose, je ne vous ai pas dit je suis belge, est-ce qu'en France, le jeu, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en formation? En tout cas, vous avez, alors beaucoup je ne dis pas, mais que vous avez déjà rencontré. Je vous laisse un petit moment pour jeter un petit coup d'œil et me donner une petite réponse. Et on voit, c'est intéressant, alors je vous laisse continuer à voter, hein, mais on voit ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 75%, on voit que le jeu, ça devient de plus en plus quelque chose qui existe en formation. D'accord? Alors avant, le jeu était pas très bien vu. Moi, je suis pas là pour jouer. J'entends ça quelques fois dans les formations. On va voir pourquoi ben, le jeu, ça peut être très intéressant d'utiliser en formation. Donc là, effectivement, j'ai un petit, allez, presque un 80% de gens qui ont suivi quand ils suivent une formation, ils ont eu une séquence ludique. Très bien. On va passer à notre dernière petite question pour se mettre en jambe. Pensez-vous que le jeu pour apprendre, donc pour l'acte d'apprendre, soit vraiment efficace? Est-ce que vous pensez? Alors oui, non, j'ai des doutes, et vous avez bien le droit, ou bien je ne sais pas. Est-ce que vous pensez? Alors qu'est-ce que c'est là? Non, alors vous allez me dire, je parle à des convaincus. Non, il y en a qui ont des doutes et il y en a qui ne savent pas. Très bien. Il y a beaucoup de convaincus qui se disent, alors ça, c'est un peu atypique, hein, Marie. On n'a pas toujours cette proportion d'autant de convaincus dans le jeu. Ben, ça me fait très plaisir. Alors, je vous laisse encore un petit moment. Donc là, on a 90% hein, qui pensent que le jeu, c'est efficace en formation. Et ça va être ma première. Je vais vous laisser déposer vos téléphones portables. Je vais repasser, moi, sur la présentation. Et en fait, ça va être la première partie de ma présentation, c'est pourquoi le jeu, ça fonctionne. D'accord? Et on va commencer par ça. Donc, je vous laisse revenir avec moi et on va regarder pourquoi le jeu ça marche. Alors là, je ne vais pas
aller chercher des idées qui viendraient de moi, mais je suis parti eh bien, de publications scientifiques. Vous trouverez, alors je vais attaquer suivant différents axes, je vais d'abord commencer par des définitions, mais chaque fois que je vais affirmer quelque chose, vous aurez dans la présentation la référence de l'article. Ouais, comme a dit Marie, je suis un ingénieur chimiste, j'aime bien les choses très carrées, d'accord? Et je trouve que quand on parle du jeu, etc., eh bien, c'est bien de pouvoir, alors on va pas faire ça pendant une heure, bien entendu, mais pouvoir aller se plonger dans les articles en disant, ah, il est allé chercher ça là, ok, voilà le contexte de cette information. Donc vous aurez absolument tous les liens des publications scientifiques. Alors j'en ai pas pris des milliers, bien entendu, rassurez-vous, hein, mais parce que je pense que c'est important. Quelquefois, moi j'ai des gens qui me disent, mais est-ce que le jeu ça marche vraiment? Alors je dis oui, ça marche, mais t'es pas obligé de me croire parce que moi je suis trop convaincu. Regarde les articles scientifiques qui le disent. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de faire quelques définitions. D'abord, c'est quoi la gamification? Alors, la gamification, c'est introduire des mécanismes de jeu, alors des badges, des points, des podiums, des avatars avec qui on va discuter, dans un contexte non ludique. Là, on ne parle pas d'apprentissage, hein, d'accord? On est vraiment dans la gamification. Il existe plein de systèmes de gamification, notamment dans le marketing. Ensuite, vous avez la gamification pédagogique. Eh bien, la gamification pédagogique, elle a quelque chose de très différent. C'est que nous, pour les apprentissages, on va parler d'objectifs pédagogiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mécanismes du jeu et ce qui marche dans un jeu, mais avec un objectif de formation. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait la différence entre la gamification pédagogique et la gamification qu'on pourra appeler marketing ou tout style de gamification. D'accord? Donc nous, on va surtout s'attacher à ce qui est là au milieu de l'écran. Ensuite, on a ce qu'on appelle, c'est un terme que j'aime bien vous introduire, on appelle ça la dégamification pédagogique. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la dégamification, c'est, je prends un jeu de société qui existe, d'accord, et je vais aller enlever des éléments ludogènes, c'est-à-dire, en fait, un jeu, il n'est pas là pour amener des objectifs pédagogiques. Je vais mettre un objectif pédagogique dans mon jeu de société et je vais enlever des éléments qui me gênent parce que c'est trop joueur. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est de la dégamification pédagogique. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Eh bien, souvent, le matériel de jeu de société, il est très beau. Et en formation pour un prix raisonnable, vous pouvez eh bien, accéder à du beau matériel que vous pouvez un petit peu modifier, en respectant le droit d'auteur, hein, que vous pouvez un petit peu modifier pour utiliser dans vos formations, dans vos espaces d'apprentissage. Donc voilà trois définitions. Alors, cette partie-là, c'est pourquoi ça marche. Eh bien, d'abord, le jeu active des leviers cognitifs de l'apprentissage. On va parler quoi? On va parler de l'attention et la mémorisation. On va parler de motivation et la motivation intrinsèque. Et on va parler d'essai-erreur. Alors d'abord, l'attention et la mémorisation, eh bien, quand on joue, on va jouer avec nos émotions. Alors vous verrez qu'il y a différents types de joueurs, mais on va jouer le fait de jouer, ça va ouvrir en vous des émotions. Ah ben, ça, on le sait très bien, nous qui travaillons dans tout ce qui est neurosciences, etc., quand on fait de la formation. Alors ici, vous avez, donc vous verrez les petits chapeaux qui sont là. C'est l'article. Alors je ne vais pas passer la manette, la souris sur tous les petits chapeaux, hein, rassurez-vous, mais c'est l'article que vous pourrez consulter, c'est la référence de l'article. Donc je vous laisserai aller les voir tranquillement, vous recevrez tout ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller toucher les mécanismes de l'attention et de la mémorisation en jouant sur les émotions. Parce que quand on joue aussi sur nos émotions. Ça stimule la dopamine et donc ça favorise la motivation, ça stimule la curiosité. Quand on joue, et ça ce sont les études d'Howard Jones en 2011 qui nous montrent ça, eh bien on va être motivé. Le jeu augmente la motivation. Et surtout ce qui est intéressant, et c'est les publications de Kolb en 1984, eh ben, il nous dit le mode ludique ça nous permet d'apprendre par essai-erreur. En fait on est protégé parce qu'on est dans un monde où on est protégé par le jeu. On n'est pas, je suis pas Olivier en train de jouer et de me faire observer par mes collègues. Non, je suis un personnage dans un jeu. Et ça marche très bien. Donc, le jeu active les leviers cognitifs de l'apprentissage. Mais c'est pas tout. Le jeu favorise l'apprentissage actif et un ancrage durable. Donc là, on va parler de, eh bien, l'apprenant acteur de son apprentissage. Alors ça, c'est une phrase, moi, je l'aime pas beaucoup, parce que dans toutes les formations, on dit, il faut mettre l'apprenant au cœur de l'apprentissage, au cœur de la formation. Et souvent, on le dit, mais c'est pas facile à faire. Et là, l'avantage avec le jeu, c'est que vous allez transformer l'apprenant en joueur. Et il va vraiment être au cœur de son apprentissage. Ça facilite aussi, ce sont ces études-ci, l'expérimentation ludique et le transfert en situation réelle. Il a été prouvé dans ces études que le fait de jouer et de choisir un thème de jeu qui approche
une situation réelle, ça vous permet eh bien, finalement d'augmenter le transfert de l'action de formation. C'est quand même ce qui nous intéresse, hein. Alors moi, il y a quelque chose que j'adore dire, et ce sont des études de 2006 qui montrent qu'une formation, vous faites que du présentiel. Et un présentiel, je vais dire classique. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un présentiel classique, Olivier, mais disons un présentiel avec beaucoup de magistral. Vous savez qu'il y a seulement 10% des gens, 12 suivant l'étude, qui vont transformer ce présentiel en qui vont transférer leurs acquis dans leur monde professionnel. Et pour changer ça, eh ben, le jeu est un des leviers qui permet de changer ça. Et puis vous avez, le jeu permet d'augmenter l'ancrage mnésique. Hein, alors ça, ce sont les études des bingos. Bon, méfiez-vous, vous avez tous entendu parler de la courbe de l'oubli des bingos. Bon, méfiez-vous de cette étude, hein. Et bingos a effectivement tracé une courbe de l'oubli qui nous dit finalement que pour ne pas oublier, il faut répéter, et répéter de façon espacée, après une heure, après un jour, après une semaine, après un mois, après 6 mois. Mais faites attention parce que Bingos, pardon, en 1885, a fait ses études uniquement sur lui-même. Donc c'était hein, le champ du test était tout petit. Mais ça permet d'augmenter l'ancrage mnésique. C'est pas tout. La gamification soutient la motivation. Donc ces études-ci, et regardez ce qu'on voit arriver là, on voit arriver le cristal de Flo. Ceux qui ont eu, alors je sais que ça a été un petit peu difficile pour certains parce que j'ai vu les statistiques, mais rappelez-vous, et quand vous cliquerez là-dessus, vous vous rappelez, pour arriver, il y avait un petit cadenas à ouvrir, un petit mystère pour arriver jusqu'à cette conférence. Et donc il y a effectivement deux choses. C'est un, le jeu répond et exploite les besoins fondamentaux de la motivation, l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Et surtout, il favorise l'état de flow. Qu'est-ce que c'est que l'état de flow? C'est un état dans lequel, et ça a été décrit par le monsieur qui est ici, dont je ne vais pas prononcer le nom, et c'est pas très vieux, hein, c'est 90. Eh bien, cet état de flow, c'est vous suivez quelque chose et vous oubliez la notion du temps. Et c'est ce qui se passe dans les jeux vidéo, et c'est ce qu'on aimerait bien faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le cristal de flow que vous retrouvez ici dans cette conférence et que vous retrouverez encore plus tard peut-être. Alors, voilà un petit peu le pourquoi ça marche. Évidemment, là, je suis allé un petit peu vite, je sais bien, mais ce qui est important, c'est ça marche seulement à deux conditions. Et ces deux conditions, c'est les suivantes. Et ce sont les études de Vogels qui nous montrent ça. Il dit les gains cognitifs sont plus importants chez les apprenants s'ils sont confrontés à des jeux. Donc ça, c'est vrai. Mais à deux conditions. La première, c'est avoir un objectif pédagogique. Alors, ça vous semble évident, mais quelquefois, on fait jouer pour jouer sans avoir d'objectif. Et bien là, ça ne marchera pas. Il faut que dans votre jeu soit conçu avec un objectif pédagogique précis. Et cet objectif pédagogique, on va bien sûr le rédiger en utilisant la fameuse taxonomie de Bloom, hein, donc l'approche par objectif, hein, qui a été... Alors, il n'y a pas que la taxonomie de Bloom, hein, je le sais très bien, elle a été révisée en 2001, mais voilà, on va utiliser ça pour avoir des objectifs pédagogiques qu'on peut d'ailleurs, je dirais, déclarer au début du jeu. Parce que quelquefois, quand on a des gens et des gens en formation, ils vous disent, moi, Olivier, je suis pas là pour jouer. Alors, pas avec le public que vous êtes, hein, parce que là, j'ai 95% des gens qui me disent, moi, le jeu, j'y crois. Mais vous êtes un petit peu atypique, pour être honnête. Il y a quelquefois, quand je fais des formations, et je fais des formations dans plein de boîtes et plein de boîtes très sérieuses, j'ai des apprenants qui me disent, mais Olivier, je suis pas là pour jouer. Eh bien, l'objectif pédagogique, c'est mon premier moyen pour désamorcer cette bombe de je suis pas là pour jouer. Souvent d'ailleurs, c'est une protection parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans le monde professionnel. Et pourtant, le jeu, ça marche. Je viens de le prouver. Et donc là, je vais utiliser l'objectif pédagogique en disant, mais écoute, moi non plus, je suis pas là pour jouer en vérité. Et j'ai un objectif pédagogique. Et si j'ai choisi le jeu comme modalité, eh bien, c'est pour ça particulièrement. Et puis, ce qui est très important pour qu'un jeu fonctionne, c'est qu'il faut absolument prévoir une séquence de débriefing. Et ça, c'est super important. Alors vous allez me dire, mais Olivier, on prévoit toujours une séquence de débriefing. Alors si vous le faites, comme je dis toujours, double pouce. Mais par contre, ce qui est important, c'est que comme on a vu dans une des slides, on jouait sur les émotions des gens et des participants, il est très important, dans cette séquence de débriefing, de commencer par débriefer les émotions. Par exemple, moi, j'aime pas perdre un jeu. J'allais dire j'aime pas gagner, mais c'est faux. J'aime pas perdre un jeu. D'accord? Eh bien, si je perds un jeu, j'ai besoin de vous dire, moi, j'aimais pas ton jeu parce que j'ai perdu. D'accord? Ça va me permettre de faire la chasse aux émotions et ensuite de me concentrer sur le débriefing qui va être le débriefing de l'objectif pédagogique. Donc, si je résume, le jeu ça marche parce que on joue sur les émotions, on peut aller toucher l'état de flow, on joue sur l'engagement, on joue sur la motivation, on joue sur la mémorisation, on joue sur l'ancrage. Tout ça c'est vrai à deux conditions.
Vous devez avoir un objectif pédagogique précis. Et vous devez, après chaque jeu, faire une séquence de débriefing qui commence toujours par débriefer les émotions, faire la chasse d'eau aux émotions. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous sur pourquoi ça marche. Et donc là, vous avez plein d'études que vous pourrez aller fouiller après la conférence, hein, mais où j'ai été chercher les phrases clés. Et surtout, ça marche, mais seulement si vous avez ces deux conditions. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première partie. Je continue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter, d'accord, sur cette première partie. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu avec vous des styles de jeu. Parce qu'effectivement, alors je vais parler des styles de jeu pour les apprentissages, mais également des styles de jeu qu'on rencontre dans la vie, parce qu'il y avait quand même quelques joueurs avec nous. Alors pour ça, je vous ai fait une petite slide avec quelques styles de jeu. Et vous allez voir que beaucoup de ces jeux sont utilisés, même dans le monde de la formation. Alors celui qui est ici, c'est le jeu vidéo. Eh ben, il existe beaucoup de profs de maths qui utilisent le jeu vidéo pour développer des sessions de mathématiques. Vous avez l'escape game qui est ici au centre. Alors l'escape game, c'est quoi? On vous enferme dans une pièce et vous devez résoudre des énigmes pour sortir de la pièce. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en formation, qu'on appelle les Serious Escape Games. Alors, serious, pourquoi? Parce que j'ai des objectifs pédagogiques. Moi, il m'arrive d'enfermer à clé, je rigole, hein, bien sûr, d'enfermer à clé mes apprenants, et ils ne peuvent sortir, juste avant l'heure du midi, ils ne peuvent sortir que s'ils résolvent les différentes énigmes pour ouvrir la porte et sortir de cette pièce magique dans laquelle ils étaient enfermés. Eh bien, moi, j'utilise beaucoup les escape games parce que c'est une façon de faire des synthèses qui est très puissante. Vous avez ensuite les jeux de simulation, alors ils sont là depuis très très longtemps. Vous avez des jeux hybrides, vous aurez des jeux de plateau comme le Monopoly, mais dans lequel on va venir installer de la digitalisation. Et puis vous avez ce fameux jeu, alors c'est pas un jeu, mais c'est un mécanisme ludique qui est la mouche dans les urinoirs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la mouche dans les urinoirs, c'est ce qu'on appelle le nudge. D'accord? Alors il existe deux nudges très célèbres. La mouche dans les urinoirs, je vous l'explique très rapidement. Pour ces messieurs, le directeur de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, on a ras-le-bol des frais de nettoyage des urinoirs de ces messieurs, qui éclaboussent beaucoup. Et donc, il fait coller une petite mouche dans l'urinoir sans rien dire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a visé la mouche. En visant la mouche, il a réduit par, je pense, plus de 60%, je pense même que c'était 80%, les frais de nettoyage des urinoirs de ces messieurs. Bon, ça c'est un exemple, mais il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, je vous ai trouvé un deuxième exemple. C'est une station de métro à Stockholm, et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Alors, je vais juste vérifier si j'ai partagé le son, mais normalement je l'avais fait, mais je recommence pour vérifier. Non, je ne l'ai pas fait, c'est très bien. Donc je repartage le son. Et je vais vous laisser dans cette petite vidéo qui va vous montrer l'effet d'un nudge où ils ont transformé un escalier mécanique en piano, mais j'en dis pas plus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'effet du nudge. Ce qui est intéressant, c'est de voir que
en amenant un mécanisme ludique, eh bien, vous voyez que 60% des gens ne prennent plus l'escalier mécanique, mais vont prendre l'escalier musical. Alors, l'histoire ne dit pas il y a eu combien d'accidents avec les gens qui sautaient sur les marches, ça on ne le montre pas dans la vidéo, mais il faut faire attention à ça aussi. Le nudge, ça vient de ce bouquin-là, Richard Taylor, qui a été prix Nobel d'économie en 2017 et qui a donc fondé la théorie du nudge. Alors attention, hein, cette théorie, elle est d'abord faite pour le marketing. Vous incitez à nudge, ça veut dire coup de pouce en anglais, à prendre la bonne décision. Alors, en marketing, prendre la bonne décision, c'est faire acheter le produit sur lequel il y a le plus de marge. Alors, vous allez me dire, mais Olivier, en formation, c'est pas ça. Ah ben non, nous, c'est pas ça. Nous, on fait du nudge éthique, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on va... comment j'utilise le nudge, moi, en formation? Je vais inciter mes apprenants à prendre la bonne décision, c'est-à-dire retourner dans la présentation pour en faire une synthèse et aller extraire ce qu'ils ont besoin pour aller plus loin. D'accord? Donc vous voyez, et je vais le faire de façon ludique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je prends ma présentation, je vais cacher quelque chose dans la présentation, cacher au bon endroit, l'endroit qui me semble le plus important, ou bien les endroits qui sont les plus importants, pour aller, une petite énigme qui va vous donner envie à la fin de se dire, oh, mais je retournerai bien dans la présentation pour essayer de répondre à cette énigme. Bah voilà, ça c'est un nudge, et c'est quelque chose que j'utilise énormément avec mes apprenants. Donc ça, c'était les styles de jeu. Donc moi, quelque chose que j'utilise et qui est assez simple en formation, c'est de parler de ce style de jeu et ce nudge particulièrement. Ensuite, il y a les styles de joueurs. Eh bien, et c'est comme ça que j'en suis arrivé au jeu, moi, il y a un petit moment maintenant, en formation, c'est que vous savez, en formation, on a des styles d'apprenants et on nous dit, il faut faire des formations qui vont répondre un petit peu aux différents styles d'apprenants. Eh bien là, c'est la même chose, c'est Richard Bartle qui a fait une taxonomie et qui nous a dit, ben voilà, dans le jeu, et particulièrement dans le jeu vidéo, il y a plusieurs styles de joueurs. Il y a par exemple les tueurs. Alors moi, je suis un peu un tueur. Alors rassurez-vous, je suis juste un tueur dans les jeux, hein. C'est-à-dire que moi, j'aime bien jouer pour gagner. Alors, être le meilleur, peut-être pas, mais pour gagner. Je suis un mauvais perdant. Vous avez les accomplisseurs qui vont chercher à se challenger et à se surpasser. Vous avez les socialisateurs qui, eux, ils sont là, mais eux, ils ont envie de jouer parce qu'ils ont envie de discuter avec les autres, rencontrer, être autour du Ouais. jeu. Et le dernier, c'est les explorateurs qui veulent s'immerger et vraiment essayer de trouver tous les contenus qu'il y a dans le jeu. Alors, peut-être que vous vous y retrouvez là dans ces quatre grandes familles. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, comme quand on conçoit une formation, il faut aller essayer de toucher par différentes activités les différents styles d'apprenants. Je vous parle pas des visuels et des auditifs, etc. Je parle vraiment des styles d'apprenants d'apprentissage. Eh bien, ici, on va aussi mettre différents mécanismes pour que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention dans un jeu en formation de ne pas mettre que de la compétition. Il faut laisser de la place à la collaboration. Et c'est toute cette balance qui va nous permettre d'avoir un jeu qui fonctionne, en fait, et qui fonctionne avec différents styles d'apprenants qui deviennent différents styles de joueurs. Et ça, c'est la taxonomie de Richard Bartle. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais arrêter. Je vais aller voir s'il y a quelques questions. D'accord? Est-ce qu'il y a quelques questions? J'ai trouvé que j'étais Pas deux pour fois. le moment, Olivier. Pas pour le moment? D'accord. Donc je Non. reprendrai les questions à la fin. Donc ce qu'on va faire maintenant, d'accord? On va aller regarder la méthode Optime. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Alors je vais repartager mon écran et je vais mettre le son tout de suite. Voilà. Cette méthode Optime, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, bon, vous imaginez bien, alors moi je suis belge, mais je suis devenu quasiment français, j'ai fait comme vous, j'ai pris des acronymes. Qu'est-ce que c'est que cette méthode Optime? Alors la méthode Optime, elle va nous permettre, quand je construis, alors, soit un jeu, soit une séquence ludifiée. Alors vous allez me dire, mais Olivier, c'est quoi la différence entre un jeu et une séquence ludifiée? Une séquence ludifiée, ça va être court dans le temps. Dans votre déroulé pédagogique, ça va être une fenêtre dans laquelle vous allez mettre des leviers, vous allez activer des leviers du jeu. Donc moi, je vous conseille de toujours commencer par une séquence pédagogique avant de partir dans je vais faire un jeu de plateau. Ça, c'est pas si facile que ça. Par contre, ludifier une séquence de votre déroulé, quelque chose de court, en amenant des mécanismes de jeu, ça, je vous promets, tout le monde peut le faire. Et je vais vous donner les trucs, et ces trucs, je les ai résumés dans cette méthode qui s'appelle Optime. Optime, ça veut dire quoi?
objectif. On va bien sûr définir un objectif. Bah, vous avez vu, pour qu'un jeu soit efficace, il faut absolument avoir un objectif pédagogique. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va parler d'objectifs. Et puis vous avez vu, il y a la taxonomie de Bartle, il y a l'analyse de votre public. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est analyser notre public. Alors ça, vous voyez, objectif et public, finalement, c'est ce qu'on fait quand on conçoit des parcours de formation ou des parcours d'apprentissage. Eh bien, on commence toujours par définir le public et définir les objectifs qu'on veut atteindre à la fin de la formation. Donc ces deux points O et P, je dirais qu'ils sont très généraux et qui marchent à peu près, que ce soit une formation ou une séquence ludique. Maintenant, il y arrive les trois autres lettres. La thématique, l'interaction et la mise en jeu. Alors, on va découvrir ce qu'il y a là derrière, mais pour vous expliquer un petit peu, eh ben, un jeu fonctionne bien si vous racontez une histoire, si vous mettez un thème. Et là, et on va le faire en direct, et vous allez voir que c'est incroyable. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de raconter une petite histoire pour introduire votre jeu. Donc, c'est scénariser je dirais, l'événement ludique, hein, la séquence ludique. Et ça, on va voir, j'ai un petit outil qui vient d'un jeu de société. J'ai un petit outil qui m'aide vraiment à créer des thématiques. Parce que c'est pas facile de se retrouver devant une page blanche et de dire, vas-y, crée une thématique. Souvent, j'y arrive pas. Et là, je vais vous donner un jeu, un vrai jeu de société. Et vous allez voir, avec ça, ça me permet très vite, et je vais vous demander de créer une histoire en 5 minutes. Alors là, vous êtes en train de me dire, mais il est complètement fou. Eh ben, vous allez y arriver. Vous allez voir, c'est dingue. Ensuite, on va parler des interactions. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de jeu. Et une fois de plus, j'ai trouvé un jeu qui vous permet de découvrir et d'installer des mécanismes de jeu dans vos séquences ludiques que vous allez concevoir. Et la dernière chose, c'est la mise en jeu, c'est-à-dire construire le prototype. Alors, vous allez voir, je vais parler d'un canevas. Ce canevas, je vous l'ai mis à disposition ici. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez vous retrouver avec le canevas de la méthode Optime, qui est très complet, et c'est un canevas que vous allez pouvoir suivre pour créer votre première séquence ludique. Vous allez voir dans ce canevas, il y a quelques petits QR codes qui vous permettent de retrouver les jeux que je vais utiliser. Donc en fait, vraiment là, ça va être du pratico-pratique. C'est vraiment quelque chose, j'espère, que vous allez pouvoir utiliser à la fin de la conférence. On est parti? Alors c'est parti. On va commencer par le haut de objectif. Bon, là, je vais aller assez vite. Ce haut de objectif, c'est quoi? Alors, si je fais un zoom, je suis dans la première case qui est ici de mon objectif pédagogique, de la méthode Optime, le haut de objectif. Eh bien, en fait, là, je vais rédiger les objectifs pédagogiques de mon jeu, hein, pas de la formation, mais de ma séquence ludique. C'est-à-dire, à la fin de cette séquence, qu'est-ce que mes apprenants seront capables de faire? D'accord? Alors, vous voyez, moi, je suis un fan de la taxonomie de Bloom, donc je rappelle, mais vous savez, pour rédiger un objectif pédagogique, on écrit du point de vue du participant. À la fin de cette formation, à la fin de ce jeu, nous, ce sera les joueurs, on peut dire joueurs à la place de participants, seront capables de. Et là, on va aller choisir un verbe d'action. Vous vous rappelez, Bloom a classé les verbes d'action en 6 catégories. Les savoirs en bas, les savoir-faire au milieu, les savoir-faire et les savoir-être en haut. Là, ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que bien sûr, on peut aller toucher les savoirs en bas, mais surtout, on peut aller toucher des niveaux de la taxonomie de Bloom qui montent dans les savoir-faire et les savoir-être. Le jeu, vous vous rappelez, hein, le jeu, on va jouer un rôle, on a droit aux essais, aux erreurs. Ça nous permet d'envisager finalement des objectifs pédagogiques beaucoup plus élevés que juste le niveau de la connaissance et de la compréhension qui sont les deux premiers niveaux de Bloom. Ensuite, on va définir des conditions de réalisation et des critères de performance. Eh bien, tout ça, on va l'écrire ici. Et ça, c'est important de le faire. Pourquoi? Vous avez vu qu'un jeu n'est efficace que si j'ai un objectif pédagogique. Et ça me permet, quand j'ai vous me permettez le mot, un ronchon dans la formation, et c'est pas un ronchon, hein, c'est des gens qui sont pas convaincus, j'aurais pas dû dire ronchon, des gens qui sont pas convaincus par le jeu, c'est de leur dire, mais finalement, je suis pas là pour jouer non plus, d'accord? Et j'ai un objectif pédagogique. Le fait de l'avoir écrit, ça vous aidera beaucoup dans l'animation. Donc ça, c'est la première partie. Je vais assez vite parce que c'est quelque chose de classique et c'est Benjamin Bloom qui a là derrière. Quelque chose d'un petit peu moins classique dans les formations, c'est ce qu'on appelle la carte d'empathie. Et moi, pour les jeux, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que vos joueurs, alors là, j'ai mis une carte d'empathie que j'ai utilisée pour un Serious Escape Game, mais ça peut être n'importe quel jeu, qu'est-ce que vous voulez que vos joueurs disent, pensent, fassent et ressentent à la fin du jeu? Et vous voyez, pourquoi est-ce que je vais jusque-là? Parce que vous avez vu, on va jouer avec les sentiments.
Jouer avec les sentiments, ça va permettre de mieux ancrer les messages, parce que je vais jouer avec les émotions. Mais c'est important de bien se poser en disant, mais qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent à la fin de la formation? Eh bien, je veux qu'ils ressentent de la joie. Je veux, à la fin du jeu, je veux qu'ils ressentent de la joie. Je veux qu'ils ressentent qu'ils soient rassurés. Je veux qu'ils disent, bah, je suis rassuré, ce jeu m'a permis de voir que j'étais capable de faire ça. Voilà. Eh bien, tout ça, j'essaie de l'écrire dans la phase de conception. Pourquoi? Parce que ça permet finalement de maîtriser le côté émotif du jeu qu'on va mettre en place. Et de faire attention, si on veut que les gens se disent bah, moi je suis rassuré, bah, il faut que le jeu soit rassurant aussi, y compris dans le thème. Donc voilà, et vous allez retrouver ça dans le P de public, puisque là je suis passé au P de public. Vous allez trouver ici dans le canevas, qu'est-ce que je veux à la fin de la séquence ludique du jeu? Que voulez-vous que les apprenants fassent, disent, ressentent et pensent? Bon alors là, en pratique, entre ressentir et penser, c'est un petit peu compliqué. C'est pas très grave d'essayer de compléter les 4 lignes les unes indépendamment des autres, mais c'est plutôt de se poser la question, de se dire, mais le jeu, je vais jouer sur les émotions, comment je vais jouer avec ces émotions, d'accord? Et quelle émotion je veux à la fin du jeu? Et bien cette carte d'empathie, elle sert particulièrement à ça. Dans le public, il y a une autre feuille que vous connaissez beaucoup mieux, une autre page du canevas, qui est l'analyse du public. Alors moi j'appelle ça l'identimètre. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse du public? C'est son profil personnel, son profil professionnel, son niveau de connaissance du sujet, ses attentes et ses motivations, et ses freins et ses problématiques, concernant le jeu qu'on va jouer. Tout ça, c'est dans le jeu. Alors, le profil personnel, on va pas faire une enquête sur les personnes, c'est pas du tout ça, hein. Mais c'est de se dire, eh ben, par exemple, je vais avoir que des jeunes qui arrivent dans mon entreprise. Et ces jeunes, ils ont entre 20 et 24 ans. Et ben ça, c'est ce que moi j'appelle le profil personnel, et ça veut dire que je vais peut-être pouvoir, ils n'ont pas les refs, comme disent les jeunes maintenant, ils n'ont pas la même ref que moi. Et c'est important d'aller chercher des jeux qui sont peut-être dans leur ref. Donc c'est mais ça, vous allez me dire, Olivier, on le fait en formation. Ouais, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est les mêmes. L'identimètre, d'ailleurs, je l'ai repris de certaines formations. Et donc, on va avoir un canevas qui va nous permettre de nous poser des questions sur le public cible. Vous vous rappelez, hein, ce public cible, je pose tout ça pourquoi? Parce que derrière, je vais avoir la taxonomie de Bartle qui va m'aider à avoir le jeu le mieux conçu en fonction de mon public cible. Jusque-là, les 2 premières lettres, le O et le P, vous êtes bien d'accord? Ces 2 premières lettres, c'est très commun avec la formation. Alors on en arrive maintenant, et ça va être à vous de jouer, on en arrive à la thématique. C'est très important de mettre une thématique sur un jeu, parce que ça va nous permettre d'immerger l'apprenant, le joueur, dans un monde qui n'est pas son monde habituel. Et ça nous permettra les essais et erreurs. Alors, pour raconter une histoire, il nous faut 4 ingrédients. Alors en fait, quand on fait des formations sur le storytelling, il nous faut bien plus que 4 ingrédients. Mais nous, on ne fait pas du storytelling, on veut une thématique pour un jeu. Alors ça peut être un jeu, ça peut être une séquence ludique d'ouverture d'une session de formation, ça peut être une séquence ludique pour un petit e-learning de conclusion que vous allez diffuser, voilà. Ça peut être tout ça. C'est pas forcément un jeu concret papier, ça peut être aussi un jeu digital. Alors, on va aborder 4 choses. On va d'abord aborder les idées et le thème, c'est-à-dire mon jeu, il va être dans quel thème. Ensuite, on va choisir un environnement et un lieu. Donc, où ça va se passer? Ah, là, par exemple, ça se passe dans un château au Moyen Âge. N'hésitez pas à transposer vos apprenants en dehors de leur situation habituelle. J'étais ce matin avec une société, c'était même plus qu'une société, j'étais ce matin avec l'armée. Et l'armée était ils sont en train de concevoir des jeux. Et je leur ai conseillé de sortir du cadre de l'armée pour les transposer dans un restaurant. Parce qu'en fait, c'était le management à l'analyse d'un employé dans l'armée. D'accord? Eh bien, je leur dis, restez pas dans le cadre de l'armée, passez dans le cadre d'un restaurant, parce que vous avez à peu près, un restaurant c'est aussi assez militaire, hein, la hiérarchie, eh bien, le fait de sortir de votre cadre habituel, ça va vous permettre d'être plus créatif et de mieux comprendre certains problèmes avant de revenir dans votre cadre professionnel. Donc n'hésitez pas dans les environnements et les lieux à sortir de votre cadre habituel. Ensuite un personnage, des héros, des alliés, un ennemi et un objet magique. C'est un objet qu'aura votre héros qui va vous permettre de faire des choses incroyables. Par exemple, dans l'histoire qu'on vous a racontée avant d'arriver, vous vous rappelez le cristal de flot? Eh ben, l'objet magique, c'était le cristal de flot.
Alors, vous allez me dire, non mais Olivier, c'est bien gentil tout ça, mais moi, tu me demandes de créer un thème, un environnement, un personnage ou des personnages, un objet magique, où je suis bien embêté. Je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. Et là, j'ai un petit truc. En fait, j'utilise un jeu de société que vous avez devant vous, qui s'appelle StoryCube ou Story Dice. Qu'est-ce que c'est que StoryCube? Alors, c'est un vrai jeu que vous pouvez acheter en vrai, hein, c'est un vrai jeu. Alors, je ne l'ai pas juste à côté de moi, mais ce jeu, en fait, vous avez des dés, on voit très bien à l'image, et vous allez jeter des dés, et l'idée, c'est de raconter une histoire avec ces dés. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, d'accord, c'est, je vais vous laisser 3 minutes, mais 3 vraies minutes, et je vais vous demander, vous êtes à la fin d'une journée de formation, d'accord? Et vous devez faire une synthèse. Je vais vous demander de créer une petite histoire, d'accord? Pour le début d'un jeu qui va faire la synthèse. Alors, je ne vous demande pas d'inventer le jeu, mais je vous demande d'inventer la petite histoire qui va me permettre de lancer le jeu. D'accord? Donc, la thématique. Pour ça, je vais vous demander de m'amener une idée. Alors, regardez bien, le canevas est là. Une idée, un lieu, un environnement, un héros et un objet magique. Et pour vous aider, je vais lancer les dés pour vous. Alors, vous voyez bien qu'ici, ce sont des dés physiques et j'ai pas le jeu, il est en haut. Je vais utiliser ici un système qui s'appelle Story Dice. Et voilà, je vais lancer les dés. Alors, je les relance une autre fois. Et je vais encore les relancer une fois. Voilà, comme ça, vous voyez ce qui se passe. Et voilà, vous avez ici, et Marie sait très bien pourquoi j'ai relancé les dés, et vous avez ici 9 dés devant vous avec 9 petits pictos. Je vous demande de me construire une petite histoire qu'on pourra utiliser pour introduire un jeu à la fin de la formation, d'une journée de formation, pour faire une synthèse. Donc vous allez demander à vos participants de faire une synthèse et je vous demande de créer la thématique, l'histoire du jeu. Je vous demande un environnement, une idée, une thématique, un personnage et un objet magique. Et je vous laisse 3 minutes. Et au bout de 2 minutes, je vais vous demander de nous partager votre... Alors, vous faites une histoire de 3-4 lignes maximum, hein, d'accord? Et je vais vous demander de partager nos histoires et on gardera ça dans un livre d'or juste après. Je vous laisse 2 minutes de travail. Est-ce que mes consignes sont claires? Donc, 9 dés, vous n'êtes pas obligé de prendre les 9 dés, hein. Vous choisissez quelques dés. En fait, ça doit lancer votre créativité, d'accord? Et une fois que vous avez les dés, vous créez une thématique, un lieu, un environnement, un personnage et un objet magique. Ça va? Et Oui, je vous ça va. laisse. Super, merci. Merci de votre réaction. C'est top. Parce que je suis un peu en aveugle à distance. Vous êtes top. Merci pour tous vos pouces là. Allez, je vous laisse 2 minutes. Et vous me notez l'histoire, hein, d'accord? Vous me la notez. Parce qu'après, je vais vous demander de me la retransmettre sur un livre d'or. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Alors, je vais réexpliquer. C'est pas grave. L'idée, c'est, tu vois devant toi, tu as 9 dés. T'es Il y a d'accord? 9, il dit 9 dés. C'est des dés Là, en plus? ouais, c'est des dés ici que tu as devant toi. D'accord? Tu as 9 pictos devant toi. L'idée, c'est de créer une petite histoire qui va utiliser certains de ces dés. Une petite histoire où tu as un héros, une thématique, un lieu et un objet magique. D'accord? Est-ce que c'est mieux? Les 9 dés sont à l'écran juste devant vous. Je vous laisse encore une petite minute.
et je vais vous proposer de partager avec nous vos histoires dans le WooClap qui est ici. Donc si vous êtes resté, vous allez pouvoir utiliser le WooClap. Ça, c'est moi qui ai fait le premier. Donc je vous redonne le lien du WooClap et je vous laisse un tout petit temps pour... Voilà, dans la conversation, je remets le lien du WooClap. Voilà. Et je vous laisse écrire. Et voilà les premiers qui arrivent, vos petites histoires, et on vous repartagera C'est quel ça. module? C'est quel module, tu Ah, veux ah, dire? ah. Ah, ah, ah. Non, je sais pas là. Ah. Je pourrais, Voilà. excusez-moi, Oui, oui, bonjour. Ce serait possible d'avoir de Moi, je nouveau veux le bien, QR code s'il y parce a que j'arrive besoin. pas avec le oui. lien, ça fonctionne pas et j'ai été C'est juste Voilà jusqu'à le que QR de le code. connaître. Il est à l'écran. Merci. C'est prêt. Alors, j'ai un Par contre, il micro faut qui que est quelqu'un ouvert. s'y ferme ici, normalement. Voilà, merci, vous êtes top. Donc voilà le QR code. J'ai remis le QR code pour que ça fonctionne. Merci. Mais avec grand plaisir. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un tas d'histoires. Et l'idée de ce Story Dice, donc ce CD, c'est de vous permettre assez facilement, parce que là, vous l'avez fait en 4 minutes chrono, hein, de créer des histoires qui vont vous permettre de créer un peu plus facilement des thématiques et des histoires, et de ne pas partir de la page blanche. Donc on va regarder un petit peu ce qui arrive. Alors, je vais en avoir tout plein, et c'est super. Un soir d'orage Alors j'en avais un qui est... Voilà. Un soir d'orage, dans une salle de formation, une chaise à roulettes se met à avancer seule. Elle met en évidence une pince à cheveux oubliée. Un petit robot se met soudainement à s'animer et part à la recherche d'un parapluie perdu pour sauver l'équipe de la pluie torrentielle. Et là, on pourrait... Donc voilà, là on a une histoire, un soir d'orage, on a la salle de formation, on a un robot. Avec ça, on peut commencer à, par exemple, construire une énigme. Vous pourrez avoir un petit cadenas numérique en partant une image de salle de formation avec un orage, un petit robot. Ce petit robot va vers un cadenas et là, vous pouvez proposer un code et un code ou une énigme pour ouvrir ce cadenas et avoir un cadeau à la fin. Et ben voilà, ça c'est une histoire qui marcherait parfaitement. Alors qu'est-ce que j'ai? Les stagiaires sont des robots futuristes, chargés de pêcher des anguilles électriques au départ du port USB. Impeccable, elle est très drôle cette histoire. Pour cela, un bateau high-tech va leur permettre de naviguer entre les récifs. Et là, on pourrait voir une carte, le port USB, d'accord, les anguilles électriques sur la photo, ok. Derrière, on navigue entre les différents récifs, et à chaque récif, j'ai une énigme. Eh bien, vous voyez là, on a quelque chose, je peux construire une image, et je peux très facilement, en synchrone d'ailleurs ou en asynchrone, on pourrait le faire en après une formation, je peux très facilement apporter des petits cadenas à chaque île, des petits jeux à chaque île, des petites énigmes à chaque île, et vous voyez que j'ai une vraie thématique. Alors, j'en ai beaucoup, je ne vais pas tous les passer, mais je vous passerai parce que là maintenant je commence à en avoir vraiment beaucoup, donc merci beaucoup, je vous passerai une copie de notre livre d'or. Alors, j'espère que vous avez vu cet outil qui est ici, d'accord? Donc le fameux StoryCube, eh bien, il nous permet vraiment de nous aider à faire ces thématiques et donc de compléter cette page-ci de notre canevas où je vais avoir ici assez facilement, quand vous scannez là, vous aurez accès au petit outil StoryDice, donc qui est l'outil qui est ici, hein, qui est un outil qui vous permet de tirer de façon aléatoire. Hein, si je tire, bah, des nouveaux dés sont des dés qui tournent avec des nouveaux pictos, voilà, qui vous permet de dire, tiens, j'ai une autre histoire. On peut l'utiliser dans plein de formations. J'utilise par exemple StoryDice aussi en gamification très simple, en fin de formation avec mes apprenants. J'utilise StoryDice pour me faire une météo du soir. Tiens, à la fin de cette journée, quel est votre état d'esprit? D'accord? Voilà, ben, moi, je suis plutôt du style la guitare parce que j'ai vraiment bien aimé, etc., etc., etc. Ou bien j'ai faim, j'en veux plus. Ok? Donc voilà pour, on a vu les 3 premières lettres, le O, le P et le T. Reste 2 lettres.
La lettre suivante, c'est le I d'interaction. Alors ça, ici, on est vraiment dans le jeu. D'accord? On va venir mettre ce qu'on appelle des mécaniques. Alors pour ça, je vais utiliser un autre jeu qui s'appelle les mécanicartes de Prismatic. Alors, je les ai ici devant moi, pour le coup. Donc moi, je les ai physiques, mais vous pouvez les obtenir très facilement sur leur site. Vous pouvez ici aller dans les mécanicartes, donc c'est bien Prismatic qui fait ça. Vous allez ici avoir dans les mécaniques cartes les mécaniques de jeu. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vous proposer des mécaniques de jeu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mécanique? C'est quelque chose qu'on met dans le jeu, un peu les règles du jeu, qui font que le jeu fonctionne. Alors, vous allez voir dans le Canva que vous avez ici la liste de tous les mécaniques. Et là, le QR code qui vous permet de retourner ici. Alors, par exemple, il y a des mécanismes qui sont assez simples. Le déplacement. Changer la position de certains composants pour illustrer et ou provoquer des actions de jeu. Vous avez la pioche. Ça aussi, on connaît dans les jeux. Récupérer de manière aléatoire un élément parmi un ensemble d'éléments variés. Alors, comment j'utilise ça? Eh bien, en fait, avec les cartes, soit physiquement, vous pouvez même les imprimer parce qu'ils vous donnent les fichiers PDF, je vais passer les cartes une à une en me disant, dans le jeu que je veux faire avec le public que j'ai, eh bien, ça pourrait être intéressant de faire de la pioche. Et je vais me mettre, en fait, si vous voulez, autant les dés me permettaient de me donner des idées pour créer des histoires, autant les mécanicards de Prismatic me donnent des idées pour mettre en place des mécanismes. Et par exemple, je me dis, tiens, je vais faire une pioche et je vais faire du déplacement. Et là, on imagine bien un plateau avec des cartes à piocher, et si je réussis une question ou une énigme, je vais pouvoir déplacer mon pion pour aller vers des cases où je vais avoir des bonus. Vous voyez que ces deux seules cartes-ci me donnent plein d'idées en termes de mécanique. Alors, comment je vais mettre ça dans mon Canva? Eh bien, ici, je vais pouvoir cocher les mécaniques. Alors, généralement, dans un jeu pédagogique, j'ai maximum 3 mécaniques. D'accord? J'en ai entre 1 et 3. Et là, je vais expliquer ce qui va se passer. Donc, je vous ai dit, par exemple, si je prends déplacement et pioche, donc ici, je vais cocher déplacement et pioche, eh bien, je vais dire, j'imagine un plateau de jeu, je vais tirer des cartes au hasard dans une pioche. Sur ces cartes, j'aurai des énigmes. Si je réussis l'énigme, je vais pouvoir me déplacer sur le plateau de jeu pour avoir des cartes bonus ou malus. Voilà, supplémentaires, comme un espèce de petit chevaux, si vous voulez, mais avec un circuit. Et si je prends les îles et l'histoire des îles de tout à l'heure, eh bien, j'imagine bien mon bateau avec un circuit qui passe. On passe le pion de case en case en fonction de mes pioches et de mes énigmes, et je dois passer du port USB à un autre port, qui est le port, je sais pas moi, qu'on peut inventer dans l'histoire. Vous voyez que là, en 15 minutes tous ensemble, on a un petit jeu qui pourrait être un jeu de synthèse en fin de formation. Donc ça, c'est les mécaniques. C'est quelque chose de pas facile quand on n'a pas l'habitude, mais vous retrouverez tout ça de nouveau, eh bien, ici, dans les mécaniques cartes, vous avez dans le site qui est ici des mécaniques cartes, vous avez ces cartes que vous pouvez télécharger et ça devient, eh bien, comme le jeu de dés, très facilement, vous allez pouvoir mettre des mécaniques. J'ai donc fait le O, le P, le T, le I. Il me reste maintenant à construire finalement mon prototype. Et ce qui va être, ça va être la mise en jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mise en jeu? Je vais construire un prototype. Pour ça, alors un prototype, c'est pas forcément quelque chose de beau, hein, d'accord? Donc un prototype, on va prendre du matériel. Ça peut être des cartes, un chronomètre, des jetons, un plateau de jeu, un puzzle. Tout ça, c'est du matériel physique. Mais je peux aussi mettre du matériel digital. Donc ça pourrait être une vidéo, un quiz interactif, un puzzle, un QR code, des mots croisés, un cadenas numérique. J'adore les cadenas numériques, je vais vous montrer juste après. Et là, je vous ai mis ici une boîte à outils où les outils numériques sont classés par mécanisme de jeu, par les cartes de prismatique. Vous avez ici des mécanismes, et en dessous, par exemple, une gestion de ressources. Vous allez avoir ici Make Badge qui vous permet de dessiner des ressources. Pour la pioche, vous allez avoir, voilà, ici des pioches qui sont par exemple Flucky, qui est une roue de la fortune qui vous permet de tirer des gens au hasard. Donc ici, vous allez avoir une boîte à outils classés par finalement des outils digitaux classés par type enfin, de mécanique. Et les mécaniques, vous vous rappelez, on les a vues, elles viennent d'ici. Hein, les mécaniques viennent d'ici. Voilà. Donc ici, on a choisi les mécaniques. En fonction des mécaniques, vous allez pouvoir choisir du matériel.
D'accord? Donc là, je suis arrivé au bout de mon prototype. J'ai du matériel physique et j'ai du matériel digital. D'accord? Il va me rester, et c'est aussi dans la mise en jeu, il va me rester à tester ce que j'ai proposé. Je vais vous montrer cette vidéo à la fin pour finir. Donc là, qu'est-ce que je vais vous montrer pour tester? Eh bien, je vais utiliser mon prototype, qui n'est pas forcément beau, hein. C'est pas du tout l'idée, parce que un prototype, je sais que je vais devoir retravailler mon canevas pour revenir dessus. Donc je vais faire jouer mes apprenants, je vais faire jouer des apprenants tests, je vais voir comment ça se passe, et en fonction de ce que ça se passe, je vais faire des modifications. Donc c'est par essai-erreur que le jeu va se construire. On ne peut pas partir en formation directement avec un jeu sans l'avoir testé. Actuellement, moi je suis en train de construire un jeu, eh bien un jeu pédagogique, eh bien on l'a fait tester pour l'instant par 100 personnes. D'accord? Donc ça commence à être important. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce jeu soit vraiment bien quand je vais me retrouver face à mes apprenants. Alors là, quand on fait un test, et ça c'est quelque chose, avec mes enfants je dis ça, il faut jouer au roi du silence. C'est-à-dire, et c'est très très dur, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie à compléter le canevas, à choisir les mécaniques, construire la thématique, à choisir le matériel, à construire votre prototype. Et là, vous êtes en train de le faire tester, et il y a des gens qui vont dire, mais ça va pas. Là, ce qui est très important, ne vous justifiez pas. Écoutez, nourrissez-vous de ce que les gens vont vous dire, en disant, eh bien, en notant tout ce qu'ils disent, de façon à améliorer ensuite votre premier prototype et en proposer un deuxième, et essayer une nouvelle chance avec des nouveaux testeurs. Donc, ne vous justifiez pas, restez neutre, donc n'expliquez pas ce que vous avez fait, c'est bien, même si je sais que vous en êtes convaincu, restez attentif, d'accord? Regardez la tête des gens, ils font des grimaces ou ils sont heureux de jouer. Très vite, vous allez voir l'ambiance que votre jeu et vos mécanismes de jeu apportent, et à partir de ces rapports de test, vous allez pouvoir ensuite commencer à essayer de proposer des modifications et recommencer encore et encore et encore des nouvelles séries de tests. Donc ça, c'est la méthode optime. Donc si je reviens sur la méthode optime, eh bien, vous avez vu, c'est les objectifs pédagogiques, le public et la carte d'empathie, la thématique, et pour pas partir d'une feuille blanche, vous utilisez le jeu de dés qui va vous aider à construire une thématique, les interactions, et pour pas partir d'une feuille blanche, vous utilisez les mécaniques cartes qui vont vous permettre à choisir des mécaniques de jeu. Je rappelle, dans un jeu pédagogique, 1 à 3 mécaniques, pas plus. Et ensuite, la mise en jeu, je construis un prototype, c'est le plus amusant, soit de physique, avec des dés, je vous ai mis un site où on pouvait acheter des dés, des plateaux, etc., pour construire des jeux, vous verrez, il est dedans, soit des outils digitaux, comme par exemple le cadenas numérique, et puis la phase de test. Donc voilà la méthode optime, avec plein de petits trucs pour que vous puissiez l'essayer dès demain, et ici, le canevas qui va avec. Alors, avant de vous passer la main pour les questions, et je sais qu'il va y avoir des questions, je voudrais vous montrer, je vous ai dit que j'utilisais beaucoup le petit cadenas. Vous vous rappelez, alors ceux qui n'ont pas testé, vous regarderez dans votre mail d'invitation, il y avait un petit jeu qu'il fallait ouvrir un cadenas. Eh bien ça, c'est ce que j'utilise, ça s'appelle Loki.fr pour faire des cadenas digitaux. Alors je vais vous envoyer la vidéo, alors j'ai bien partagé le son, oui, je fais bien de vérifier, et je vais et regardez bien cette petite vidéo qui explique très rapidement ce que ça fait. C'est stratégique. Donc là, vous voyez, en fait, ce qui va se passer avec ce Loki, c'est que vous allez pouvoir créer un cadenas digital. Alors, il existe plusieurs formes de cadenas. Vous avez des claviers avec des numéros, vous avez des formes à dessiner, comme sur les téléphones portables, vous avez
des numéros de téléphone, si vous faites le bon numéro de téléphone, alors c'est faux évidemment, hein, eh bien vous aurez un message, vous pouvez enregistrer des messages. Donc l'idée c'est quoi? C'est que c'est vraiment un petit cadenas numérique, d'accord, que vos apprenants vont devoir ouvrir, d'accord, et vous vous rappelez le nudge. Pour l'ouvrir, il va peut-être falloir aller voir dans la présentation où se trouve la réponse pour avoir une magnifique surprise. Et devinez quoi? Eh bien, dans cette présentation, je vous ai fait une petite surprise. Vous reconnaissez ici le cadenas Loki. Alors rassurez-vous, vous aurez la présentation, hein. Si vous arrivez à ouvrir ce cadenas, parce que dans cette présentation, j'ai mis un nudge, on appelle ça aussi un œuf de Pâques, Easter egg en anglais, eh bien dans cette présentation, j'ai caché un œuf quelque part dans la présentation, et si vous scannez le QR code, vous aurez un cadenas à ouvrir et en fouillant dans cette présentation, vous verrez à l'endroit peut-être le plus important, vous pourrez ouvrir le cadenas et je vous promets, derrière ce cadenas, il y a une magnifique, mais vraiment une magnifique surprise. Mais pour ça, il faut ouvrir le cadenas. Voilà ce que je voulais vous dire sur le jeu et cette méthode optime. En conclusion, ne vous lancez pas, si vous n'avez pas l'habitude, à faire des jeux compliqués. Mais par contre, allez-y par petites touches. Commencez par un cadenas numérique. Ça, je suis certain qu'en suivant la méthode optime, vous allez y arriver. Une thématique au cadenas. Vous vous rappelez, nous, on a fait le fameux cristal de Flow. Très bien. Une histoire, une thématique. Le port USB, là, moi, je suis parti, hein. Je suis en train, moi, dans ma tête, j'ai déjà tout qui se dessine. À partir de là, eh bien, vous construisez un petit cadenas. Eh bien, ça, ce sera votre première séquence ludique et ce sera le début, je suis sûr, en utilisant la méthode, d'une grande aventure parce que vous allez voir que tout ce qui a été dit en théorie, bah, vous allez le vivre en tant que formateur en pratique. Et ça, c'est magique. Ok? Maintenant, je suis à vous. C'est parti pour vos questions. Alors n'hésitez pas, ça peut être tout type de questions, parce que moi, j'ai pas vu les... La surprise vaut le coup. Adrien a déjà réussi à ouvrir. Ah là, je suis une tueuse. Eh ben oui, on va reconnaître ceux qui veulent aller vite. Alors, c'est intéressant, hein, parce que vous voyez que c'est les premiers cadenas que je vous fais tester. Il est très important de ne pas frustrer vos apprenants. Faites pas des choses trop compliquées. D'accord? Donc au début, laissez ouvrir. Alors là, on voit que ça a marché, en tout cas sur une partie probablement de ceux qui veulent aller vite, les tueurs. Là, il y en a qui me disent je suis une tueuse. Bah bravo, Sandra. Voilà. Et effectivement, vous aurez une surprise. Alors si vous n'y arrivez pas, on promet avec Jamil, on vous enverra la surprise sans le cadenas. Mais on vous laisse d'abord mariner un petit peu, parce qu'il faut voir où se trouve la réponse. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis à vous pour toutes vos questions. Il y avait justement Audrey qui soulignait comment gérer la frustration des apprenants s'ils bloquent. Et Ouais. puisque tu en parlais juste à l'instant, si tu as quelques conseils, toi qui as Ouais. l'expérience. Bien sûr. Donc, ce qui est très important, c'est de commencer, donc de faire de la gamification par étapes. D'accord? Si vous utilisez les cadenas, faire des choses simples. Là, vous verrez, c'est relativement simple. Expliquer les premiers cadenas. D'accord? Et puis, un petit peu à la fois, euh, augmenter la difficulté. Mais commencez toujours par quelque chose de très, très simple. Parce que justement, alors, quand on fait des cadenas ou du nudge dans une formation, ne vous attendez pas à ce que 100% des gens aient envie de le faire. C'est pas grave. S'ils le font pas, vous vous rappelez, le nudge, c'est qu'un coup de pouce. Mais vous allez voir que les gens vont s'y prendre. Et au début, faites quelque chose de très visible et de très simple. D'accord? Par exemple, si vous mettez un œuf, eh bien, mettez un gros œuf à la page où vous voulez que les gens trouvent. Comme l'œuf sera gros, ils vont comprendre tout de suite. Et puis, diminuez la taille de l'œuf. Faites-en un tout petit. Et puis faites disparaître l'œuf. D'accord? Et allez trouver d'autres canaux. Donc, y aller progressivement, c'est très important. N'oubliez pas que quand vous avez fait ce genre de choses, d'accord, il ne faut pas oublier de débriefer. C'est-à-dire que la frustration, on ne la laisse pas chez les apprenants, mais on utilise la première phase du débrief, c'est-à-dire c'est quoi vos émotions? Et laissez aux gens exprimer que ça va pas. Non mais franchement, j'ai trouvé ton truc, c'est nul, quoi. D'accord? Alors là, là, tu vois, par exemple, Marie, beaucoup de gens sont frustrés parce que je ne partage plus mon écran et qu'ils n'ont plus le cadenas. Je vais repartager mon écran un tout petit moment, Oui, Marie, mais en c'est continuant ce à que répondre aux j'allais questions. te... Ouais. Donc je repartage Il y avait... mon écran. Oui, Oui, dis-moi. il y a là le QR code est demandé à corps et à cri, Ouais, enfin quelques-uns. voilà. Alors, je J'ai rassure. cru que quelqu'un demandait où on pouvait retrouver l'œuvre dans la présentation, mais je ne sais pas si c'était la volonté de Laetitia.
Ça, je ne dis pas. Je vous Mais ça, tu dis, répondras pas. non, il est à un endroit important de la présentation. Si j'avais dû le cacher quelque part, je l'aurais caché à un endroit Bien important. sûr. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la présentation, vous allez la voir, vous aurez tout le QR code et vous allez avoir le temps de repasser dedans. Et effectivement, vous avez ici un sommaire. Eh bien, je vais envie de vous faire retourner. Vous vous rappelez, c'est pour vous donner un petit coup de pouce en vous disant, ah ben j'aimerais bien qu'il retourne là parce que pour moi, c'est le truc que je voudrais qu'il garde en tête si un jour ils doivent construire un jeu. Voilà. Très Autre bien. question, Marie. Il y a, il y a aussi Stéphanie qui posait la question si en fait on avait accès à tous ces outils. Et est-ce que tu peux voilà, peut-être dire ou redire que ces Ouais. outils voilà, sont accessibles en Ouais. ligne et Donc, justement ta démarche par rapport à tout ça. ouais, donc ça c'est quelque chose de très important. Donc, tous les outils que je vous ai montrés sont des outils accessibles en ligne et en freemium. Alors, c'est même plus que ça, hein, c'est carrément des outils qui ne demandent pas d'argent. Donc par exemple, le StoryDice, c'est un organisme de formation qui offre ça complètement en libre accès, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer. Alors, on peut avoir quelquefois des petits problèmes d'accessibilité pour des raisons de sécurité informatique. Là, avec Marie et Jamil, on a testé avant, a priori. Alors, ça peut arriver, vous ne devriez pas. Le problème, c'est quelque chose qui est assez ouvert, d'accord? Mais ça peut arriver. Hormis ces problèmes de sécurité informatique, c'est des outils où on ne demande pas d'argent. Parce que je pense que c'est important que, bah voilà, quand on commence la gamification, c'est avoir des petits outils magiques, mais qui ne coûtent pas d'argent. Même chose dans Loki.fr, c'est en fait un ancien enseignant qui a ouvert ça, et au départ, c'est fait pour des enseignants dans des classes, pour des enfants. Et là, vous avez droit jusqu'à 30 cadenas, ce qui est gigantesque, hein, d'accord? Vous n'allez jamais faire 30 cadenas. Même moi qui en fais, je suis pas arrivé à 30. Et ben, ça vous permet de. C'est de nouveau gratuit aussi. Donc, je cherche, voilà. Les outils, comme par exemple les cartes, les mécaniques cartes. Les mécaniques cartes, ils ont aussi un système de. Vous allez pouvoir télécharger les mécaniques cartes. Ils sont en Creative Commons, c'est-à-dire les mécaniques cartes, vous pourrez les télécharger et vous pouvez les imprimer. Il y a une condition, c'est quand vous les utilisez, vous dites bien, ce sont les mécaniques cartes fabriquées par Prismatic. J'ai pas arrêté de le dire hein, la formation. Et c'est pas de la pub, je leur ai téléphoné, c'est-à-dire que j'aime bien dire, j'adore votre outil parce que je trouve ça débloque vraiment quand on fait des jeux. C'est simple à utiliser et ça donne des idées et ça me permet de me lancer, moi, quand j'ai pas d'idée. Mais je leur ai téléphoné, ils ont dit pas de problème si tu nous cites. Voilà. Et vous allez voir sur leur site, hein, alors je vais arrêter ce partage-là, je vais retourner sur leur site. Sur leur site, non seulement vous avez les cartes comme ça, mais vous pouvez vous les procurer soit en les achetant. Alors là, évidemment, j'en ai acheté une dizaine de boîtes, moi, parce que moi, quand je fais les formations, je les achète. Alors, il faut savoir qu'ils vont en sortir dans quelques mois. Il va y avoir une nouvelle version qui va ressembler à celle-là, mais qui va être encore mieux. Et vous pouvez télécharger ici les planches recto verso. Donc là, vous pouvez télécharger en PDF de façon complètement légale toutes les planches recto verso et imprimer vos propres cartes. Alors, pour être honnête, et je crois que je l'ai raconté à Marie comme anecdote, je les ai imprimées. D'accord? Ça m'a coûté plus cher que d'acheter le jeu. Hein, d'accord? Parce que je les ai voulu les faire en couleur sur du carton un peu épais. Ça m'a coûté plus cher à la photocopieuse que d'acheter le jeu qui coûte que 10 euros, je crois. Voilà, comme ça, vous savez. Mais vous pouvez tout télécharger et imprimer chez vous. Donc, oui, et même chose, nous, souvent, quand on fait des jeux, on veut que ce soit on appelle ça dans le monde du jeu en print and play. Ça veut dire j'imprime et je joue. Donc ça s'appelle les PNP, print and play. Et bien là, oui, c'est quelque chose. Donc tout ce que je vous ai montré, vous y avez accès gratuitement ou en print and play. Très bien. Après, nous, les questions de sécurité informatique, c'est un vrai sujet chez nous, en fait, hein, Bien puisqu'il y a sûr. les politiques de branche, il y a les politiques par organisme. Après, voilà, libre à chacun aussi, pour certains sites bloqués, d'expliquer à quoi ça sert d'avoir accès au site. Puisque Ouais. là, pour le coup, vous avez quand même pas mal d'arguments aussi pour aller parfois négocier avec les DSI. Mm, C'est quelque chose d'important, hein, Marie, parce que moi, je travaillais mm. à l'IFPEN, donc l'IFP Énergie Nouvelle, qui est un site, un des premiers, c'est une troisième déposant de brevet en France, un site méga sécurisé. Quand on allait voir les DSI, qu'on les expliquait à quoi ça servait, par exemple, je vois le site des Mécaniques Art est bloqué par par la sécurité informatique. Je vois, c'est Fanny qui nous écrit ça en Normandie. Essayez de discuter avec eux, de leur expliquer. D'accord? Sinon, ben, nous, ce qu'on pourrait faire, Marie, c'est de mettre à disposition sur un de vos réseaux les PDF téléchargés des mécaniques cartes. Comme ça, vous y avez accès. Il n'y a aucun problème. Ah oui, tout à fait, tout Hein? à fait. Voilà. Comme Ça, ça, on vous peut y avez. voir comment mettre Voilà. ça en place. Très, Alors, très il y a bien. aussi, quelqu'un me dit, Céline, sur la boutique, on ne les trouve pas en physique.
c'est vrai parce qu'actuellement, ils sont en train ils sont en train de les refaire et vous allez attendez encore 1 ou 2 mois avant de les acheter en physique. Moi, je vous conseille de télécharger les anciennes parce que comme ça, vous les avez, elles sont très bien. Mais les nouvelles, moi, je les ai déjà vues et eues et ils sont en train de les terminer. Ils sont aussi dans leur prototypage. Ils sont en train de les terminer et vous allez bientôt pouvoir les acheter, aussi à un prix d'une quinzaine d'euros. Donc, c'est pour ça que vous ne les trouvez plus dans les boutiques actuellement. Très bien. Bon, on les partagera de toute façon avec le lien du replay et de la présentation à ce moment-là qu'on va vous adresser. Merci à Aline pour le partage de ses ressources aussi. Oui. D'accord? Voilà. Ah, mais c'est une mine d'or, là. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'ai un peu l'impression qu'on a fait le tour. Alors, quelqu'un, je Oui, remonte vas-y. un petit peu, je le fais au hasard, hein. Lou Picard qui dit ce qui serait top, ce serait d'avoir le lien vers le cadenas et pas le QR code. Donc, effectivement, moi, j'ai décidé dans la présentation de vous donner le QR code, mais vous pouvez tout à fait partager le lien. D'accord? Voilà. Ok. Ok, je vois pas d'autres questions. Je pense que c'est bon. Là, vous êtes top, vous êtes en train de partager entre vous. Impeccable. La dynamique est lancée. Et donc, Olivier, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, on se dit, vous allez avoir la présentation, mais on va pas s'arrêter là. Parce qu'avec Marie, on a une surprise. Et en fait, on se rend bien compte en 1 heure de présentation, alors on a essayé que ce soit pas trop descendant, mais ça l'est quand même, d'accord? En 1 heure de présentation, on se rend bien compte que c'est pas facile de prendre en main la méthode Optime. Et donc, on vous prépare. Allez, on y va. On y va? On On vous dit le prépare? mot. Allez, on dit le mot. Vas-y, Marie. On vous prépare pour début 2026, en fait, un deuxième volet sur, non, un marathon, Naïma, bientôt, bientôt. On va reparler marathon, ne t'inquiète pas. Non, du coup, tu m'as coupé mon effet. Donc oui, en tout cas, pour la ludopédagogie, on vous prépare un deuxième niveau après cette conférence et en fait, on vous prépare une web-série très interactive. Voilà. Et Donc, on je vous pense qu'il prépare. y aura du flow Ouais. dans Il va y avoir, l'histoire. ouais, à mon avis, il va y avoir une suite à cette recherche du flow, d'accord? Et vous aurez une web série et vous allez découvrir, eh bien, tout Optime. Oh, j'en dis pas plus, mais ça va être une vraie aventure immersive pour le coup. Voilà. Et donc forcément, vous serez dans les premiers informés. Donc, on vous envoie déjà voilà, tous les contenus là, qu'a partagé Olivier aujourd'hui avec toutes les ressources. Entraînez-vous et comme ça, vous serez fin prêt, début 2026, à repartir en aventure ludopédagogique avec Olivier et nous. Voilà. Merci. Ouais, merci beaucoup pour toute cette énergie là que vous Merci. me donnez. Oui, Merci, C'est super. on sent Merci l'énergie. beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine avec grand plaisir. Merci, avec plaisir. Au revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Merci. Merci, merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.